Webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 24e webinaire qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». Deux petites informations importantes avant de démarrer. Le support de cette présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou demain matin au plus tard. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Sébastien Veilleux. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes président de la Canadienne et président de la Fédération nationale de l'habillement Rhône-Alpes-Auvergne. Tout à fait. Parfait. Vous allez animer en ce début d'après-midi un webinaire que nous avons intitulé « Comment rassurer ses clients et les faire revenir dans son commerce ». Nous avons donc 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Jean-Sébastien au fil de l'eau. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Jean-Sébastien, c'est parti, c'est à vous. Très bien, merci. Donc, rapide présentation. Donc, effectivement, je préside une société qui s'appelle La Canadienne. La Canadienne a une dizaine de magasins en France et un site internet. On est très spécialisé dans historiquement tout le cuir et la peau. Et puis, on s'est diversifié il y a quelques années et on vend également maintenant 50% de notre chiffre d'affaires sur la partie doudoune, parka, kawaii. Donc, on a 50% sur la peau, 50% sur le textile, toujours en multimarque. Et le site internet qu'on a lancé il y a très longtemps maintenant, puisque c'était en octobre 2003, fait 20% de l'activité aussi, donc on joue sur les deux tableaux. Ça, c'est pour la Canadienne. Et pour la FNH, donc c'est le syndicat professionnel qui défend et représente les indépendants du prêt-à-porter, quelle que soit leur forme, des multimarques, des franchisés, des commissions affiliation. Il y a à peu près 32 000 entreprises en France qui dépendent de la FNH. Donc c'est à peu près un tiers du marché du retail en textile. Et globalement, ce sont toutes les entreprises qui dépendent de la convention collective 3241, puisque la FNH défend et négocie la convention collective. Bon, voilà pour un peu la présentation. Alors, avant de rentrer dans le détail des questions qui étaient proposées par la CCI, ce que je vous propose, c'est simplement de poser un petit peu le décor à l'appui de deux études que j'ai récupérées, qui ont été faites très récemment, qui permettent de mettre un petit peu en lumière les attentes et l'état d'esprit des consommateurs. Elles ont été faites juste avant le déconfinement, sur la deuxième partie du mois d'avril. Ça permet un peu de voir un peu de poser un peu le contexte. On ne va pas y passer trop de temps, mais c'était intéressant. Donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc d'habitude, parler à son ordinateur. Bon, je parle à Charlène, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est parti. Normalement, vous me dites, Charlène, si on voit tout. C'est parfait. Vous pouvez vous mettre en plein écran et ce sera encore mieux. Ah oui, voilà, c'est ça, affichage plein écran. Alors, là, ça va plus. Attends, non, restez comme ça, c'est on est bien comme ça. Allez, on va rester comme ça. Donc, la première étude, elle a été faite le 17 avril 2020 par Kantar. L'idée, c'était de voir un peu tester un peu le consommateur pour voir si on pouvait s'attendre à ce que certains ont appelé le revenge shopping, c'est-à-dire j'en ai marre d'être confiné depuis 2 mois et je vais me ruer dans les magasins à la reprise. Bon, je ne vais pas durer le suspense bien longtemps. Il n'y a effectivement pas de revenge shopping qui est en vue. On va beaucoup utiliser le conditionnel quand même dans ce webinaire. Moi, le premier, de manière très humble, parce que on est tous autant qu'on est, on n'a pas les réponses à toutes les questions, on ne sait pas comment la crise va évoluer, on ne sait pas ce qui va se passer. L'idée, c'est simplement d'échanger sur les pistes d'action à mettre en place et de communication à suivre. Excusez-moi, là, ce slide, il est un peu de travers, c'est pas très grave. Ce que dit Kantar et ce que disent surtout les consommateurs, c'est qu'il y avait quand même une incertitude aussi sur leurs habitudes de consommation. Plus de la moitié des consommateurs ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils retourneraient faire du shopping. Il y avait une vraie incertitude. Alors, ce chiffre, il a probablement descendu au fil des semaines et en se rapprochant du déconfinement, probablement on a baissé ce pourcentage. Mais le 17 avril, il y avait déjà quand même plus de la moitié des gens qui ne pouvaient pas dire quand est-ce qu'ils retourneraient en boutique. Au niveau de l'achat du prêt-à-porter, on a pu voir pendant le déconfinement qu'il y a eu très peu d'achats de prêt-à-porter en ligne et même dans les grandes surfaces. 90% des gens n'ont pas acheté de prêt-à-porter. C'était pas l'achat principal. Sur notre site internet à nous, d'ailleurs, qu'on avait laissé ouvert pendant le confinement avec une cadence d'expédition un petit peu réduite,
on a démarré le confinement avec des chiffres très nettement en baisse. On a vu que progressivement, au fil du confinement, on a récupéré un petit peu les chiffres qu'on faisait à la même période l'année dernière, mais très clairement, ce n'était pas la priorité des gens. Et d'ailleurs, on voit même que non seulement ils n'ont pas acheté, mais ils sont que 23% à déclarer reporter ses achats sur la période de déconfinement, sur la période normale. Il y a une grande partie des gens qui pensent pas reporter ou qui ne savent pas. Donc là aussi, grosse incertitude du consommateur. Au niveau de la manière de consommer, Kantar nous montre aussi que 74% des gens pensent qu'ils ne changeront pas leur manière de faire du shopping. Moi, j'aurais mis le chiffre dans l'autre sens. J'aurais dit qu'il y a 26% des gens qui pensent quand même modifier leur manière de faire du shopping. Je pense que le chiffre de 26 est plus intéressant parce que 26, c'est quand même un quart des consommateurs et c'est quand même pas négligeable. Et il y a 36% des gens qui se déclarent ne pas vouloir revenir avant un mois en magasin. Donc là aussi, ça plaide pour une reprise progressive, même si progressivement, je pense que ce chiffre aussi a baissé en se rapprochant du déconfinement. Au niveau des changements de comportement, donc il y a plusieurs items auxquels ont répondu les consommateurs. Je vous les livre là dans ce slide. J'ai mis l'emphase sur deux choses, comme Kantar l'a fait. D'abord l'inquiétude. Ça, c'est les deux phrases qui sont mises en bleu. 74% des gens se déclarent autant que possible éviter les heures de pointe. Ça sera intéressant de le corréler avec la notion de réservation plus tard. Et puis 23% qui déclarent avoir peur de venir en magasin. 23%, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même, avoir peur de venir en magasin, c'est un marqueur qui est quand même extrêmement fort, quoi. Et puis le deuxième item qui est intéressant de souligner, c'est le premier. 83% des consommateurs déclarent privilégier les enseignes qui sont des enseignes françaises. Alors là-dessus, c'est tout le thème de non seulement du soutien à l'économie, du soutien aux enseignes françaises, même si je ne suis pas bien certain que les consommateurs identifient très bien ce que c'est qu'une enseigne française, pas française, c'est assez compliqué, mais c'est consommer de manière un petit peu différente, plus responsable, aller chercher des produits qui sont peut-être un peu plus proches de chez nous et si possible même faits en France. D'ailleurs, on a vu, nous, sur notre site, sur le site de la Canadienne, un pourcentage des ventes des produits fabriqués en France qui a nettement augmenté sur la fin du confinement. C'était assez sensible. Donc, même si on ne se prétend pas être représenter évidemment le retail en France, mais enfin, c'est un indicateur qui correspond à ça. Et 62% évidemment des gens confirment qu'ils vont être très attentifs au Made in et notamment avec sur le Made in China, c'est bien naturel, une crainte sur le Made in China. C'était assez ressorti fortement dans le prêt-à-porter au niveau de cette étude Kantar. Dernier chiffre sur cette étude, 49% des gens se sont déclarés sensibles à l'hygiène. Je trouve ce chiffre extrêmement bas, en fait. On pourrait s'attendre à 80-90% des gens qui seraient en mesure d'attendre des mesures d'hygiène. Et je crois qu'il s'explique simplement par le fait que dans la tête des consommateurs, c'était déjà un b.a.-ba, c'était déjà un prérequis. Donc oui, ils s'y attendent, mais je crois qu'aujourd'hui, ils ne s'imaginent même pas qu'on puisse les recevoir sans avoir adapté les conditions sanitaires, et on va le voir après. Deuxième étude qui pose le contexte, une étude qui a été commandée par Fastmag, le logiciel de gestion commerciale, et qui a été faite par Opinionway. Cette étude a été faite du 22 au 24 avril, donc un petit peu plus récente, sur 1000 personnes. La première avait été faite sur 4000 personnes par Kantar. Cette étude, elle nous montre l'évolution que pensent avoir les consommateurs sur leur budget en habillement. On voit que 45% des gens pensent qu'ils vont dépenser moins, avec un budget global qui passerait de 86 € mensuels à 62 € mensuels. 32% dépensaient autant et 15% dépensaient plus. Donc là aussi, des gens qui sont prudents, qui vont pas se ruer dans les magasins. Hein, on n'est pas dans le revenge shopping, c'est très clair. On va attendre de voir ce qui va se passer, aussi bien pour des raisons. Alors on va voir les raisons juste après. Soyez pas surpris par ces chiffres. Hein, ils peuvent donner l'impression d'être des tout petits chiffres, mais je vous rappelle que quand même les plus gros vendeurs de vêtements en France aujourd'hui sont les enseignes Intersport et Leclerc. Donc le budget moyen des consommateurs français en prêt-à-porter, il est assez bas. Alors après, ça dépend de notre cible. Nous, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on est plutôt autour des 300 € en panier moyen. Mais il ne faut jamais oublier qu'en France, quand même, le marché du textile est porté par des acteurs qui sont des acteurs plutôt, évidemment, entrée de gamme. Les raisons, et ça c'est intéressant,
que donnent les gens pour réduire leurs dépenses, on aurait pu imaginer que c'était parce qu'ils avaient perdu un peu de pouvoir d'achat ou qu'ils craignaient en l'avenir économique. Eh bien, pas du tout, parce que la raison qui dit que vous avez perdu des revenus à cause du confinement, il n'y a que 20% des gens qui disent que c'est la raison pour laquelle ils dépenseront moins. La première raison qui est donnée, c'est la raison suivante, vous vous êtes rendu compte que certains achats n'étaient pas utiles. Ça, c'est intéressant parce que malgré le panier moyen bas, même sur cette cible-là, et donc sur tous les Français, on voit qu'il y a une prise de conscience du consommateur sur la manière de consommer. Est-ce que finalement, j'ai besoin d'acheter autant, d'avoir des vêtements qui vont me servir aussi peu de temps? Et on voit que c'est la première raison qui les fait un peu freiner à retourner en magasin. Ensuite, il y a évidemment les doutes sur l'épidémie, mais je crois que c'est assez frappant de voir que c'est ni les problèmes de pouvoir d'achat, ni les problèmes sanitaires qui arrivent en tête. Sur l'évolution des modes d'achat, après le confinement, finalement, on voit qu'il n'y a pas de grand bouleversement des équilibres entre l'Internet et le magasin physique. Les 3/4 des gens se disent déclarent qu'ils ne changeront pas leur mode d'achat. Et puis, ça s'équilibre un petit peu entre ceux qui pensent acheter plus sur Internet et ceux qui pensent acheter plus en magasin. Je reste persuadé, et on en reparlera aussi un peu, que le digital continuera à avoir une place essentielle et encore plus à l'avenir. Et cette crise va renforcer l'importance du digital, pas forcément sur le fait de vendre directement des vêtements, mais sur le fait de faire passer énormément de messages. Bon, voilà un petit peu pour le. Alors, hop, est-ce que c'est bon, Charlène, on y est, c'est bon? C'est bon. Okay. Ouais. Donc, au niveau de voilà pour le contexte un petit peu sur quelques chiffres sur les études assez récentes qui ont été faites, dans quel état d'esprit le consommateur arrive. Les données terrain qu'on peut avoir sur la semaine, là, on est déjà au 5e jour de déconfinement. On voit des gens qui sont plutôt respectueux des gestes barrières, qui sont plutôt contents, évidemment, pour ceux qui viennent en boutique. Les trafics sont quand même en baisse, évidemment, par rapport à l'année dernière, c'est normal. Mais bon, l'encéphalogramme n'est pas plat. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des détaillants qui sont quand même plutôt même agréablement surpris. Donc, on voit quand même que le consommateur est en train de s'adapter à la situation et c'est à nous de répondre à cette demande et à ce trafic. Alors, passons maintenant à l'ordre du jour et aux différentes questions qui étaient posées en introduction de ce webinaire. J'ai modifié un petit peu l'ordre pour que ce soit un petit peu plus logique. On va commencer par effectivement les mesures qui sont à mettre en place dans les boutiques, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des clients surtout, les évolutions au niveau de l'organisation, parce que ça en découle directement. Et puis après, dans un deuxième temps, on verra les leviers au niveau communication et puis les opportunités que pourrait représenter cette crise. Alors, au niveau de, vous m'interrompez, Charlène, hein, parce que j'ai un délit de parole un peu. Vous m'interrompez. Est-ce que peut-être, Jean-Sébastien, on lance les quelques questions, les sondages que l'on voulait poser, ou vous voulez qu'on les garde pour après? Dites-moi. On peut, si vous avez 2-3 questions, comme vous voulez, on peut. Les sondages que l'on avait préparés ensemble, on peut peut-être demander à nos participants leur secteur d'activité. Ouais. Hop, allez, je lance la question. Quel est votre secteur d'activité? Est-ce que vous êtes du prêt-à-porter, des chaussures ou un autre secteur d'activité? On vous laisse voter directement. Hop, vous pouvez voter en cliquant. Si ça ne fonctionne pas le clic, vous pouvez sortir simplement du mode plein écran. Voilà, on attend encore 2-3 petites secondes. Allez, je vous laisse continuer. On va dire que 70% sont dans la catégorie autre et 30% sur du prêt-à-porter. D'accord. Bon, alors voilà. c'est important pour moi de le savoir, parce que c'est vrai que du coup, j'ai forcément une petite déformation sur la partie prêt-à-porter, mais c'est pas très grave. J'orienterai un petit peu le discours, et puis de toute façon, les passerelles sont assez évidentes à faire en fonction des métiers de chacun. Bon, alors au niveau des mesures pour accueillir les clients, à chaque fois, je vais essayer de prendre un peu des exemples sur ce qu'on a fait nous. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on a à peu près tout fait, hein, évidemment. C'était alors, hop, je vais revenir à
Voilà. On a évidemment mis les gels à l'entrée. Je ne sais pas si l'écran se partage, je pense que c'est bon. C'est tout bon. Donc avec des petites bornes, là, on en a profité pour personnaliser un petit peu la borne. C'est un élément de communication. Les vendeurs, évidemment, donc il y avait un grand débat là-dessus au niveau les masques, les visières. Bon, il s'avère quand même que c'est beaucoup plus facile de travailler avec une visière qu'avec un masque. Et puis les protections de caisse avec également le gel à l'entrée. Bon, toutes ces mesures, elles sont assez classiques. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on était obligé, comme tous les commerces, évidemment, c'est devenu un standard maintenant de l'accueil des clients. On n'a pas le choix, il faut qu'on réponde à ces contraintes-là. Et puis, même si sur certaines mesures, on n'est pas persuadé de l'efficacité d'avoir investi, parce que ça coûte aussi une certaine somme d'argent, on n'a pas le choix aujourd'hui. On est obligé de répondre à cette demande-là du consommateur. On ne peut pas imaginer aujourd'hui recevoir les clients sans gel, sans mesures barrières. C'est pas possible. On a également, nous, et je pense que c'est un bon conseil, pris la décision d'afficher les règles du jeu à l'entrée des magasins. Donc, on a imposé le masque à l'intérieur. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et puis les gens à 99% arrivent avec des masques. Sinon, on leur en offre un. On leur rappelle qu'il faut se désinfecter les mains régulièrement, de maintenir une distance de sécurité, la désinfection des vêtements ou la mise en quarantaine des vêtements, ça s'est adapté à notre métier. Et puis la jauge, ça c'est pour tous les métiers. Je pense que c'est bien d'afficher la jauge à l'entrée des magasins, de dire ben voilà, en fonction de la superficie du magasin, on n'accepte pas plus de 10 personnes au cas présent. Alors c'est vrai que les mesures gouvernementales n'ont pas toujours été très très claires. Encore le week-end dernier sur la jauge du nombre de personnes, c'était difficile d'y voir clair. Il y a eu ordre et contre-ordre pendant le week-end par le gouvernement. Pareil sur les masques, les visières. Bon, il y a beaucoup de bon sens là-dedans à suivre. Sur le nombre de personnes, nous, à la Fédération nationale de l'habillement et moi sur mon entreprise, on a pris le ratio suivant de une personne tous les 10 mètres carrés. 10 mètres carrés étant la surface globale, on ne s'est pas embêté, on a pris un peu de marge de manœuvre sans calculer la surface utile. Et avec cette jauge de une personne sur le 10 mètres carrés, on est quand même à peu près, on recoupe les recommandations qui sont publiées par le ministère du Travail sur à peu près tous les métiers. Ce que j'ai envie de dire, c'est que même si ces mesures, elles peuvent paraître des fois effectivement un peu suspectes en termes d'efficacité pour le virus, je pense que en termes de communication, c'est important de les faire. Ça montre aux clients qu'on a vraiment pris en compte le problème et qu'on lésine sur aucun moyen. Je pense à un cas de figure dans la fringue, c'est le steamer, l'idée de désinfecter à la vapeur chaude après la quarantaine les vêtements. Les scientifiques sont assez partagés sur l'efficacité de cette mesure sur le virus, sur le prêt-à-porter, mais c'est quand même bien de le faire parce que de toute façon, ça peut faire que du mieux. Et puis, encore une fois, on montre aux clients qu'on s'occupe du problème. C'est pas toujours facile de se procurer ce kit coronavirus. Il y a en ce moment des vraies pénuries sur le plexiglas, par exemple. Il y a des vraies pénuries sur les pompes de gel hydraulique. C'est la vraie bataille. L'Union européenne a même décidé des quotas par pays du polymère qui est à l'origine de la fabrication du plexiglas. Donc, il y a des phénomènes très, très forts qui se passent autour de ces mesures de protection-là. Mais il n'empêche qu'on est un peu contraint de le faire. Et attention simplement au prix, parce que ne serait-ce que sur les plexi-caisses, par exemple, moi j'ai reçu des choses, globalement les prix vont de 1 à 3 en fonction des gens. Il y a vraiment une pénurie d'offres et beaucoup de demandes, donc forcément les prix partent un peu dans tous les sens. Donc voilà sur la protection, idem pour la protection des salariés. Je crois qu'il ne faut pas les idées non plus. On va y revenir par rapport à l'organisation, c'est important. Du point de vue du client, encore une fois, c'est une promesse et je ne serais pas surpris très rapidement dans les avis Google, dans les avis TripAdvisor à la réouverture des restaurants, qu'il y ait des questions spécifiques sur ce point-là et que les consommateurs auront à juger par toutes ces plateformes qui nous jugent en permanence, et là, quel que soit le secteur d'activité. Donc là, qu'on y croit
ou pas sur l'efficacité, sur la sévérité du virus, je crois que c'est plus à démontrer, mais sur l'efficacité de ce qu'on met en place, on se doit, nous, en tant qu'établissement recevant du public, d'être irréprochable au risque de se faire sanctionner par nos clients et par le consommateur. Au niveau de l'organisation qui en découle et de l'évolution au niveau de l'organisation, il y a deux objectifs qui sont clairs. L'objectif numéro 1, il ne faut pas le perdre de vue, c'est la protection de vos équipes et la protection des chefs d'entreprise. Je crois que la justice va être, et elle l'a déjà démontré avec Amazon, probablement très réactive et au niveau des contrôles de l'inspection du travail, également, si jamais le chef d'entreprise n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour adapter son outil de travail et pour protéger ses salariés. Donc là, il y a vraiment un enjeu fort de responsabilité du chef d'entreprise. Alors, quelques exemples que nous, on a mis en place et qui peuvent être mis en place aussi dans toutes les salariés, dans toutes les entreprises, pardon, pour tous les salariés. On a fait une note de service, un guide de bonne pratique de 7 pages quand même, qui est adapté à notre métier, où on détaille l'ensemble des mesures et des attitudes à avoir dans tous les cas de figure, protection des personnes, les essayages des vêtements, comment ça se passe, l'encaissement, l'emballage, les retouches. On a décidé par exemple de fermer nos ateliers jusqu'au 31 juillet pour ne pas rentrer dans le circuit des vêtements usagés. On s'occupe simplement de retoucher les vêtements neufs, mais on a décidé de fermer, que ce soit pour le nettoyage ou pour les réparations. Comment ça se passe au niveau de livraison des marchandises, comment ça se passe au niveau du retour Internet. Donc, on a détaillé tout ça et on l'a fait signer à tous nos salariés pour être sûr qu'ils en aient bien pris conscience. Et on a rajouté également une attestation qui n'est pas compliquée à faire et qui aussi est une mesure de sécurité. Là, vraiment, je crois que le message, c'est ceinture et bretelles pour les chefs d'entreprise, où le salarié déclare et certifie avoir été vraiment informé de toutes les règles que l'entreprise a mis en place, de s'engager à s'y tenir et de s'engager à prévenir son employeur si jamais il avait des signes, des symptômes de la maladie. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est important à faire parce que ça peut protéger le chef d'entreprise et l'entreprise. L'entreprise d'une fermeture éventuelle en cas de contrôle. Et encore une fois, on a vu que la justice n'hésitait pas à s'attaquer au plus gros, hein, Amazon pendant la crise. Et puis protéger le chef d'entreprise parce que autant un client qui tombe malade, on ne pourra jamais savoir que c'est chez vous, bien évidemment. Autant un salarié, on est encore dans l'incertitude de savoir ce qui va se passer. On est au début de cette crise et je pense que notre rôle, c'est d'anticiper et de se protéger au maximum. Au niveau de l'objectif numéro 2, c'est adapter son organisation à toutes ces nouvelles règles sanitaires. Donc, bien évidemment, sur la partie désinfection, nettoyage, eh bien, c'est bien de le mettre en place, mais c'est mieux de faire carrément moi, j'ai mis des feuilles de tâches dans la journée. À telle heure, c'est telle personne qui le fait, elle signe. On est sûr qu'il y a un suivi là-dessus. Les managers s'en chargent. Et puis, pour les clients, par exemple, c'est les notions de rendez-vous. Donc, nous, on a pris la décision de réduire un petit peu nos plages horaires d'ouverture. On ferme un petit peu plus tôt ou on ouvre un petit peu plus tard. Et on a proposé à nos clients, pour ceux qui le souhaitent, de prendre rendez-vous et de privatiser la boutique et d'avoir un accueil personnalisé. Et je crois que ça correspond aussi à une demande. On voit, pour l'instant, on n'a pas encore trop d'appels par rapport à ça. En revanche, on voit quand même des appels de gens qui prennent l'habitude de nous téléphoner avant de venir en disant est-ce que ça va, il n'y a pas trop de monde, est-ce qu'on peut venir? Donc ça, on le voit dans des villes un peu plus moyennes, mais aussi à Lyon. Et ça traduit une attente de ne pas se retrouver avec beaucoup de monde au même moment. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que le ratio de trafic dans la semaine se modifie un peu. On était toujours très fort le samedi. Peut-être que cette crise va modifier un petit peu les ratios de trafic de la semaine. Donc, l'aménagement des horaires et être à l'écoute du client sur du rendez-vous, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Voilà. Et puis, bien sûr, dire on respecte 7 personnes, on ne met que 7 personnes maximum ou 6 ou 10 dans le magasin, c'est bien. Encore faut-il le faire respecter. Ça veut dire quelqu'un à la porte qui gère la jauge si jamais, notamment le samedi, il y a trop de monde. Voilà, parce que il ne suffit pas d'écrire des règles, il faut encore arriver à les faire respecter.
Voilà un peu pour toute cette partie un peu mesure et évolution. J'ai été un peu synthétique, mais je crois que le plus important pour résumer, à mon avis, il y a deux idées importantes. C'est ne pas oublier que la plupart des choses qu'on fait, c'est aussi beaucoup de la communication et rassurer nos clients. Et puis, ne pas oublier de se protéger en tant que chef d'entreprise et de protéger l'entreprise aussi, et pas uniquement se focaliser sur le client. Très bien. J'ai une question, Jean-Sébastien d'Aurélie, là, sur le chat, qui nous demande, elle a une boutique de vente de chaussons de danse. Quand la distance de 1 mètre ne peut pas se tenir pendant la vente, pendant l'acte de vente, car il y a du conseil, il y a de l'essayage, est-ce que vous préconisez quand même le plexi devant la caisse, même si c'est finalement à ce moment-là que le client est le plus loin de… Oui, c'est vrai. Et c'est là, je me suis posé la même question. Nous, on peut passer des fois une demi-heure, une heure avec un client, alors en essayant de rester un peu à distance, mais on se peut se demander effectivement l'intérêt de la pertinence du plexi. Je crois que c'est avoir en élément de réassurance. Le client, il va rentrer dans la boutique, il va voir qu'il y a un plexi. Il va se dire, bon, ben, quand même, ici, on fait attention. Donc, c'est plutôt dans ce cadre-là que dans un cadre vraiment lutte contre le virus. Après, le problème de la chaussure, il est important. Parce qu'on est très proche du client. Moi, j'ai pas mal de chausseurs qui me disent qu'évidemment, les clients maintenant se chaussent, on chausse plus les clients, que s'ils sont pieds nus, on leur offre des mi-bas pour éviter qu'il y ait un contact direct. Donc, chacun doit adapter en fonction des règles à son métier et c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que la question, elle est pertinente et je pense que on doit y répondre non pas uniquement au travers de comment je protège bien au niveau du virus, mes équipes et mes clients, mais aussi comment je fais passer le message à mon client que je respecte les règles. Mais c'est vrai que c'est un coût. D'ailleurs, la CPME a fait une demande et appuie une demande de faire prendre en charge ces coûts par la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr que le gouvernement accède à sa demande parce que je pense que la sécurité sociale a déjà d'autres soucis. Mais ça a du sens parce que c'est quand même des investissements que font les entreprises et qui sont des investissements quand même sanitaires importants. Et c'est une surcharge et un surcoût qui est non négligeable. Qui est non négligeable. Au niveau de la protection, je finirai quand même aussi, j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. Pensez à mettre à jour le document qui est obligatoire, qui est le document unique d'évaluation des risques. C'est un document qui, en tout temps, est obligatoire, qui doit être affiché également dans les services, dans les magasins à l'arrière, en tout cas accessible aux salariés. Et ce document, au regard de la crise, il doit être mis à jour. Si jamais vous avez un contrôle de l'inspection du travail, il vous demandera le document d'évaluation des risques et il faudra qu'il soit mis à jour aux nouvelles contraintes qui sont liées au coronavirus. Donc, pensez bien à mettre à jour votre DUER. On me souffle une petite information, là, Jean-Sébastien, sur les plexis. Il y a une aide de la région, a priori, de 500 €. Ah ben voilà. Alors, voilà, on vous mettra un petit lien dans le mail de suivi des inscriptions pour vous indiquer où trouver l'information. C'est bon? Ouais. En termes de nombre de salariés, c'est très intéressant de savoir un peu le nombre de salariés qu'ont les gens, voir un peu, parce que c'est vrai que les problèmes, évidemment, sont d'autant plus importants qu'il y a un nombre de salariés important. Donc, je pense le petit sondage. Combien de salariés avez-vous? Aucun, de 1 à 3. J'en ai mis de 3 à 10 et plus de 10 salariés. On voit pendant que les gens répondent, en tout cas chez nous, que finalement, ce qui est le plus difficile à faire respecter, c'est pas tellement la distanciation sociale et les règles entre les clients et les équipes, c'est entre les salariés eux-mêmes que c'est pas toujours évident. Et il y a des habitudes qui sont pas forcément toujours faciles à faire disparaître. Et il y a des règles à respecter aussi entre les salariés qui sont importantes. Ok, alors je ferme le sondage. Vous êtes plus de 70% à avoir répondu. Hop, je vais partager les résultats avec vous directement. Vous les voyez, Jean-Sébastien, c'est tout bon? D'accord. Bon, donc c'est assez effectivement, il y a un petit peu de tout, mais dès qu'on a un salarié plus vigilance, aucun salarié, c'est évidemment plus simple, en tout cas plus simple sur cette partie-là de réglementation sur le droit du travail. Ok. Alors, au niveau on va avancer un peu sur la partie communication. C'est un élément qui est le plus intéressant, je dirais. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'avant, notre rôle en tant que commerçant, c'est de rassurer les gens,
d'être le plus transparent possible avec les gens. Il y a une vraie une crise de la confiance qui était déjà présente, mais qui n'a fait que se renforcer au regard de la manière dont le gouvernement a géré la crise, avec des allers-retours. Et je crois que cette crise de confiance, elle va être transposée à l'ensemble des acteurs économiques. Et nous, on attend, nos clients vont attendre, je pense, de nous encore plus d'engagement et encore plus qu'on leur raconte pas des histoires. Nous, on est allé encore plus loin par rapport à cette crise. On a beaucoup travaillé pendant la crise sur comment être encore plus transparent sur la provenance des pots, sur où est-ce que c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, dans quel pays, d'où vient le duvet. On va aller encore plus loin là-dessus et on va essayer d'être vraiment, de rien cacher aux clients. On avait déjà initié cette démarche, mais je crois que ça va se renforcer encore avec la mise en place d'une charte éthique. On va faire une charte éthique qui va expliquer aux clients qu'on arrête la fourrure chinoise, qu'on arrête le duvet chinois avec des objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas arrêter le duvet chinois tout de suite. Par contre, on va se donner un objectif à 3 ans. On dit dans 3 ans ou dans 2 ans, on ne veut plus vendre de duvet chinois. Voilà, on est allé vraiment dans des leviers et on va communiquer là-dessus pour être encore plus proche des gens. Et quand on se rappelle du sondage qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'ils achètent différemment, c'est à nous de leur donner envie, de leur expliquer comment on le fait et avec quel… alors que ce soit dans les métiers de bouche, que ce soit dans les métiers, dans tout type de métier, je pense qu'il y a une notion de transparence et plus on va cacher des choses, plus on sera extrêmement suspect. Et je crois que c'est une erreur aussi du gouvernement. On convient tous de ne pas avoir dit à un moment, on a un problème, on n'a pas assez de masques. Donc il faut les donner aux patients plutôt que de dire, aux personnels soignants plutôt que de dire le masque n'est pas utile. Voilà, ça c'est pareil, il ne faut pas le faire dans nos entreprises. Ça c'est sûr et de moins en moins. La notion de durabilité est importante aussi. En termes de communication, je vais vous parler 2 minutes d'un conférencier britannique qui est expert en communication et en marketing, qui s'appelle Simon Sinek et qui est assez intéressant. Je vais partager cette slide. Il a une théorie qui s'appelle le cercle d'or et qui est applicable à toutes les organisations et à toutes les entreprises. Et je crois que on a travaillé là-dessus nous aussi pendant le confinement. Et c'est des questions qui sont hyper intéressantes parce que elles ont encore une autre lumière vu ce qu'on vient de passer et les mois qui arrivent. L'idée, c'est de dire que une organisation, quelle qu'elle soit, elle répond à 3 questions. À 3 questions dans 3 cercles concentriques. Les 3 cercles que vous voyez là. Le pourquoi, le comment et le quoi. Le quoi, c'est le cercle le plus extérieur. C'est ce à quoi tout le monde sait répondre. C'est qu'est-ce que je vends, quels sont mes produits, quelle est mon offre. Ça, c'est facile. Tout le monde sait y répondre. Ensuite, on rentre et on a la deuxième question, c'est comment. Comment est-ce qu'on applique nos stratégies? Comment est-ce qu'on vend nos produits? Quel est notre process? Comment vous faites, vous, dans votre entreprise? Ça, il y a déjà des entreprises qui ne savent pas répondre à cette question. Et pourtant, elle est essentielle. Mais il y en a quand même une majorité qui y savent. Et puis ensuite, on rentre au cœur du réacteur, c'est les questions du pourquoi. Et là, pour le coup, il y a très peu d'entreprises qui savent y répondre. Ce n'est pas une question qui est liée à la rentabilité. Ce n'est pas une question qui est liée à l'argent, à comment on fait du business. C'est une question qui est liée aux valeurs de l'entreprise. C'est une question qui est liée au but qu'a votre entreprise. Pourquoi est-ce que tous les matins, vous ouvrez votre rideau? Pour quelle raison? Et Simon Sinek prend l'exemple de Apple qui s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Ce schéma est très adapté à la stratégie de Steve Jobs et il explique le succès d'Apple au regard de la manière qu'il a eu de placer ce pourquoi, ce why au cœur de sa stratégie. Je veux améliorer la vie des gens. C'était ça son credo, c'est améliorer la vie des gens. Alors c'est un peu plus facile dans les entreprises innovantes, mais dans nos entreprises aussi, ça a vraiment du sens. Nous, on s'est posé cette question et évidemment, on a fait réagir nos managers par rapport à ça. Et on est en train d'écrire ça. On est en train d'écrire, regarde nos valeurs, quel est notre pourquoi, quel est notre why. Et les réponses qu'on y apporte, c'est on veut habiller les gens d'une manière la plus responsable et la plus durable possible. En leur expliquant d'où viennent les produits qu'on achète, leur expliquant que le cuir et la peau, c'est pas un produit polluant, c'est l'inverse, c'est un produit de recyclage. La peau n'est qu'un déchet de l'industrie agroalimentaire, donc on recycle. Et puis les habiller pour des années, pour longtemps. On n'est pas dans la fast fashion. Nous, on garantit à vie ce qu'on vend. On va encore amplifier les garanties qu'on propose sur nos vêtements. Et ça, c'est vraiment, voilà, là, on est au cœur du réacteur. Et cette stratégie-là, qui est illustrée aussi par, c'est le même
le même slide disposé différemment en plus simple. Le pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est votre raison d'être, vos valeurs profondes? Pourquoi est-ce que tous les matins vous allez travailler? Votre entreprise, elle traduit quoi? Et ça, c'est un vrai enjeu d'arriver à répondre à ces questions. Déjà, se les poser, c'est avancer, c'est faire un petit bout de chemin. Et cette crise, je pense que plus vous arriverez à répondre à ces questions et plus vous arriverez à communiquer sur ces réponses-là, et plus ça sera pertinent, et plus ça aura de l'écho auprès du consommateur qui va chercher de plus en plus de sens à sa manière de communiquer, pardon, à sa manière de consommer. Donc, à vous de l'accompagner, là-dessus. Sur l'éco-responsabilité, bon, c'est très mode, mais regardez aujourd'hui, je suis toujours en partage, oui, je suis toujours en partage. Article de Fashion Network du 14 mai, les Français seraient en quête d'une mode plus responsable et éthique. 50% sur les 12 derniers mois de recherche de vêtements éco-responsables en plus. Et la France, qu'on peut penser en retard, est en fait dans le top 4 des pays qui est le plus concerné avec le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne. Donc ça, c'est sur la mode, mais le consommateur, il n'est qu'un. Quand il a cette conscience-là dans la mode, il l'aura dans tous les autres secteurs d'activité. Donc là, je vous invite à aller voir Simon Sinek, vous prenez un quart d'heure, vous regardez une de ses conférences, c'est simple à comprendre et c'est assez éclairant et ça permet de réfléchir des fois sur son entreprise et sur ce fameux why et ce how que souvent on oublie. Comment, pourquoi? Bon, et dans cette configuration-là, évidemment, le digital a tout son sens. C'est très clair. Le digital, il va nous aider non seulement, bien sûr, à vendre, mais il va nous aider à générer du trafic en magasin. Les gens vont probablement encore plus rechercher qu'avant, avant de venir en magasin. Ils sont attachés au fait de se déplacer. Mais peut-être qu'ils vont optimiser leur déplacement. Ils le font déjà. Ils vont le faire encore plus. Et puis, à transmettre ces valeurs par les réseaux sociaux, par un Instagram, par voilà, c'est pas uniquement, le digital n'est plus uniquement le vecteur du produit qu'on vend, du what, mais va être aussi le vecteur du comment on le fait et surtout pourquoi on le fait. Voilà, les enseignes comme Patagonia, par exemple, sont très fortes là-dessus, en plus d'Apple. Et je crois que, quelle que soit la taille de son entreprise, même quand on est seul, ça a du sens d'expliquer aux gens, et moi, voilà pourquoi je suis là. Voilà ce que je veux faire, mieux manger les gens, mieux les habiller, je veux les. Voilà, c'est des questions qui sont fondamentales. Et le digital est à l'appui de la communication sur ces réponses-là. Au niveau de l'opportunité que peut représenter cette crise, bon, toute crise, c'est évident, présente des opportunités. Dans toute crise, il y a des entreprises qui sortent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Donc celle-là ne fera pas exception, au contraire. Les entreprises qui arriveront le mieux à décrypter les attentes du consommateur et à être en avance par rapport aux autres seront les plus en bénéficieront le plus. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des fois de se poser des grandes questions, même de remettre en cause quelques grands aspects de son métier. Nous, on vendait que de la peau. Aujourd'hui, on vend 50% plutôt de peau parce qu'on a pris des décisions et des risques il y a quelques années. Et cette crise, elle doit permettre aux entrepreneurs aussi de se poser des questions, de savoir comment se remettre en question et comment vraiment s'adapter à la demande du consommateur qui sera toujours en avance de toute façon. Un exemple dans mon métier, Etam, par exemple, Etam a décidé, vous allez dans les magasins d'Etam, vous prenez 10 vêtements, des sous-vêtements, vous donnez simplement une empreinte de carte bancaire, vous rentrez chez vous, vous faites votre vestiaire chez vous parce que c'est plus safe, vous essayez, et puis vous ramenez les 8 vêtements que vous n'avez pas voulu garder, et là, vous êtes débité des 2 vêtements que vous avez gardés uniquement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Le cas d'Etam, bon, ils ont décidé ça parce qu'ils ont beaucoup de stocks, parce qu'ils peuvent le faire. Mais c'est juste un exemple pour dire que peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse aussi, et chacun dans notre métier, à faire les choses différemment. Et je crois que l'enjeu, c'est ça. Le mode Covid, c'est pas avec ça qu'on va faire la différence. C'est pas avec ça qu'on va gagner des clients. C'est pas parce que vous mettez du gel à l'entrée, un plexi, que vous allez gagner des clients. C'est évident. Encore une fois, ça, aujourd'hui, c'est le standard. Celui qui n'est pas rentré là-dedans, qui n'a pas fait cet investissement-là, il est hors du jeu. Maintenant, il va falloir simplement adapter l'ensemble de son service. Et là, je crois que le petit commerce et l'indépendant est encore plus fort parce qu'il est encore plus agile
à pouvoir répondre à cette crise. Dans mon métier à moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui, encore plus qu'avant, au format multimarque et non pas au format franchise, qui rend vraiment l'exploitant très dépendant de la marque, avec peu de marge de manœuvre et une identité finalement qui est moins évidente. L'indépendant, il s'exprime moins bien au travers d'une franchise. Pourtant, il porte son stock, il porte ses salariés, il s'exprime moins bien au travers d'une franchise qu'au travers d'un modèle multimarque où il peut pleinement expliquer et exprimer l'ADN de sa société. Donc, il ne faut pas hésiter à remettre en cause certains principes aussi. On a décidé, nous, pendant la crise, par exemple, de fermer un magasin qu'on avait en presqu'île, qui était un magasin monomarque, qui s'appelait Shot, et on va le rebasculer dans la canadienne parce qu'on ne croit plus à ce modèle monomarque. On pense que le consommateur, plus ça va aller, plus va avoir envie d'autres choses, de différents, et d'avoir confiance dans le commerçant et dans l'entrepreneur qui le reçoit. Confiance au niveau sanitaire, confiance au niveau pourquoi il fait ça, confiance au niveau d'où viennent les produits, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que ça a du sens d'être ici, d'acheter ça, et comment on va m'accompagner le commerçant. Ok. Est-ce que vous avez des J'ai une question, questions, des thèmes à creuser? Jean-Sébastien. Oui. J'ai une question de Sophie qui nous demande est-ce que finalement, concernant l'exemple d'Etam, est-ce que c'est entre guillemets safe pour les autres clients de savoir que 80% des sous-vêtements chez Etam ont déjà été essayés? Bon, je pense qu'Etam met en place derrière effectivement tout un système de désinfection, et c'est évident. Ça fait partie ouais, je sais pas comment le consommateur peut réagir. Ça dépend le produit qu'il prend et qu'il emmène chez lui. Est-ce qu'il sera sorti d'emballage? Est-ce qu'il sera sur un emballage neuf? Est-ce que derrière ce sera un circuit différent? Bon, il y a des moyens de désinfection quand même derrière. Les effets du virus sur le prêt-à-porter vont être précisés dans les semaines qui viennent. Donc, on va pouvoir affiner ce type d'action commerciale et de proposition de service. Mais l'idée, c'est une position un peu de rupture en disant moi, j'ai le client chez moi dans mon commerce, je le renvoie chez lui. C'est quand même voilà, c'est pas banal. Donc, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent à des solutions qui sont vraiment des solutions radicales. Et je crois que c'est intéressant. Okay. Mais il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes par rapport à ça. Nous, sur notre métier, c'est pareil. On s'est posé la question de savoir comment désinfecter un cuir. Un cuir qui a été essayé, donc on le laisse en quarantaine. Mais aujourd'hui, le steamer, la vapeur à 80 degrés sur un cuir, ça marche pas. Hein. Donc le réflexe, ça fait 2 mois et demi qu'on dit aux gens, vous éternuez dans votre coude. Vous allez essayer un cuir, il éternue dans son coude. Il faut qu'on le gère. Donc on va le désinfecter comme on peut. On va le laisser en quarantaine le plus longtemps possible. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses absolues. Et d'ailleurs, on voit le gouvernement n'est pas très clair non plus sur les réponses qu'il nous apporte. Sur l'exemple d'Etam, là dans le chat, on me dit l'idée est quand même bonne, selon Marie-Hélène, qui nous dit que le client finalement il va revenir une deuxième fois dans le magasin. C'est aussi une façon de le faire revenir. C'est vrai que c'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Une autre question de Sophie également qui nous demande, vous dites que le multimarque est de retour. Est-ce qu'il y a des projections qui existent ou c'est simplement c'est uniquement une vision, votre vision? Non, il n'y a pas de projection. Il reste assez nombreux quand même. Il y a des villes où il y en a plus que d'autres, ça c'est vrai. On a un magasin à Annecy, par exemple. Je suis frappé de l'offre commerciale à Annecy et du nombre de multimarques à Annecy. Mais moi, je constate quand même que j'ai pas mal de confrères et d'indépendants qui modifient leur modèle et qui passent de modèles franchisés ou affiliés en modèle multimarque. Alors l'affiliation, c'est encore autre chose parce qu'on ne porte pas le stock. Donc c'est sûr que là, c'est une vraie différence de ne pas être propriétaire de son stock, surtout en ce moment. Parce que là, il y a une vraie problématique de financement de stock. Mais on constate quand même des gens qui étaient très partis avec des grands groupes comme Beaumanoir, Célio, Cache-Cache, etc. et qui reviennent aujourd'hui à une expression de commerce qui est beaucoup plus proche de ses clients, proche de ses valeurs, et du coup, le multimarque a tout son sens. Donc, non, pour répondre à Sophie, il n'y a pas de statistiques, mais enfin, on voit quand même que le pourcentage de multimarques, d'une année sur l'autre, bouge un peu au sein des adhérents de la FNH et des indépendants. Il bouge à la hausse. On en a marre, en tant que consommateur, de voir toutes les rues de France et de Navarre, même de l'étranger, avec les mêmes enseignes, les centres commerciaux avec les mêmes enseignes. Voilà,
c'est quelque chose qui a plus beaucoup de sens et aujourd'hui encore moins, quoi. Encore moins. J'ai une autre question de Colette qui nous demande comment les fournisseurs premium doivent s'adapter aux multimarques. On ne sent pas une volonté de leur part. Comment les fournisseurs? Premium, pardon. Bah, alors, je sais pas si la question est au regard de la crise actuelle et comment est-ce qu'ils doivent répondre aux difficultés des multimarques ou si ou comment est-ce que eux ils doivent dans l'avenir adapter leur stratégie pour leur permettre d'avoir accès à plus d'offres. Mais dans les deux cas, la réponse de toute façon, alors sur la crise, on est moi c'est ce que je dis à mes fournisseurs, on est quand même dans le même bateau. Il y a un moment, personne n'a intérêt à ce que toute la machine se grippe. Et je pense que Colette fait référence au fait qu'effectivement, de plus en plus, les multimarques étaient un peu laissées de côté par les grandes marques et les marques premium. Je crois que justement, il y a une opportunité là de pouvoir expliquer aux grandes marques que c'est au travers de boutiques qui sont différentes qu'on va pouvoir aussi mettre en avant leur marque d'une autre manière, notamment en termes de service. Nous, on a un gros vendeur d'une marque comme Canada Goose, par exemple. On voit que les gens à Paris reviennent chez nous pour le service après-vente parce que même quand ils ne l'ont pas acheté chez nous, derrière, ça nous permet de leur expliquer que ça aurait été mieux de le faire et d'acquérir un client. Mais quelque part, dès qu'on parle service, dès qu'on parle proximité, bah, les gens, ils ont plutôt tendance à se tourner vers un indépendant ou vers une plus petite structure que vers une très grosse structure. Même s'il y en a qui savent apporter un service. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous allez acheter votre chemise chez Massimo Dutti un samedi matin. Si vous avez un mariage tout de suite, ils vous disent repassez dans une demi-heure, on vous l'aura repassé. Donc le service, les grandes chaînes savent le faire aussi. Hein. Mais je crois que cette crise, on le voit dans l'alimentaire et dans tous les autres métiers, ça va être le cas aussi. Il y a une carte encore plus forte à jouer sur le commerce de proximité et donc les grandes marques vont devoir je pense, hein, le prendre en compte. Alors, tout ça ne va pas se faire, il n'y a pas de big bang hein, de la modification, on ne va pas réindustrialiser la France en 3 semaines, on ne va pas tous se mettre à racheter du fabricant, la fabrication française. On est bien d'accord que là, bon, tout ça va, je ne crois pas du tout à une modification majeure en 6 mois. On est en train de jouer sur des curseurs, mais ce qui avait été déjà initié va se renforcer, ça c'est sûr. Et surtout, je pense en tant que petit, parce qu'on reste tous des petites entreprises, hein, au regard des gros mastodontes qu'on a en face, je crois encore plus qu'en tant que petit, notre salut, il passe par là, et notre élément de différenciation, il passe par là. Ok, très bien. Je vous laisse poursuivre. Il est 14h20. Est-ce que vous aviez encore des choses à nous dire, Jean-Sébastien? Bah, écoutez, non. C'est bon pour votre présentation? Alors, on va peut-être laisser la parole aux gens dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Sébastien. On peut encore rester ensemble quelques minutes si vous êtes OK. Je partage simplement une petite remarque, un commentaire d'Aurélie dans le chat qui nous dit merci pour votre discours sur l'éthique. Voilà. Eric nous dit très intéressant. Merci beaucoup. OK. Bon, j'ai l'impression que les questions… Alors, bravo, très intéressant. Et vive les multimarques, nous dit Lilo. Parfait. Bon, merci Jean-Sébastien pour l'exercice du webinaire. Je vous en prie et n'hésitez vraiment, je vous invite, moi j'incite parce que j'ai fait ce travail pendant le confinement avec ma sœur parce qu'on a une entreprise familiale, nous, et avec mes équipes et se poser la question de savoir pourquoi on a l'entreprise qu'on a, elle aboutit à plein de réflexions qui sont hyper pertinentes, qui sont hyper intéressantes. Ok. Allez voir les conférences de Simon Sinek, c'est bien meilleur que moi. D'accord. Voilà, c'est très encourageant pour les centres-villes que les multimarques reviennent en force. Merci pour ces échanges. Je vous lis le chat rapidement. Merci pour ce webinaire, Léonard, Alexia. Merci pour ce partage d'expérience et de connaissances. Voilà, merci pour l'exercice. Jean-Sébastien, vous êtes débrouillé comme un chef. C'était une première pour vous. Vous me l'avez dit un peu en off en préparant ce rendez-vous. C'était très chouette. Merci à tous. Merci de votre participation. Je prends encore 2 petites minutes de votre temps pour vous demander simplement de prendre encore 2 minutes pour répondre au questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. C'est 4 petites questions, c'est rapide et c'est important pour nous de savoir voilà, si le contenu vous a plu, si les thématiques vous intéressent et peut-être même si vous voulez être recontacté par la CCI ou par notre intervenant.
Et puis, j'en profite également pour vous annoncer le programme des prochains webinaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi 18 mai à 13h30, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur ces webinaires depuis le début de ce confinement. Nous parlerons performance environnementale et durable, un levier pour relancer votre activité. Et mardi, toujours à 13h30, nous parlerons cette fois-ci de la marque, un outil utile et indispensable pour mon entreprise. Voilà, il est l'heure de raccrocher. Merci Jean-Sébastien, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, écoutez, voilà, bon courage à tout le monde. La période est incertaine et forcément compliquée, mais elle est aussi intéressante, je trouve. Je préfère gérer des périodes comme celle-là que des périodes de gilets jaunes et de grèves massives à Paris. Donc, elle est intéressante parce qu'elle permet de remettre en question des fondamentaux à la fois du commerce, mais du coup du mode de consommation. Donc, elle est quand même, elle va faire de la casse, ça c'est sûr, ça va pas être neutre, mais c'est quand même intéressant de voir comment on va arriver à faire évoluer nos entreprises dans ce contexte-là. Ok, très bien. Le petit mot de la fin, je laisse à Hélène qui nous dit merci pour ce webinaire, c'était super. Voilà, un commentaire Merci. direct du chat. Allez, merci à tous, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.